Voilà, l'année où on a été champion de France avec Castres au top 14, mon frère a été champion de France de 4e série avec B12, donc c'était génial, le plus grand bouclier, le plus petit dans la famille. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un joueur pro qui a su conserver l'esprit amateur de notre sport. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant dans les Pyrénées et se rêvant d'abord coureur cycliste, mon invité arrive au rugby à l'âge de 12 ans dans le petit club de Bedouce. Quelques années plus tard, il réussit le tour de force d'intégrer le pôle France à Marcoussis alors qu'il évolue en jeune à Oloron, club de Fédéralune. Il signe son premier contrat pro à Agen, mais sa vie prend un tournant en 2012 lorsque Christophe Furios s'enrôle à Oyonnax. Séparé de son mentor le temps d'une parenthèse toulonnaise, il le retrouve par la suite au Castres Olympique où il remporte le bouclier de Brennus en 2018. Aujourd'hui de retour dans l'Ain, il savoure ses dernières années de joueur professionnel avant de définitivement retrouver les montagnes qui l'ont vu grandir. Comme vous l'avez deviné, j'ai eu la chance de passer un moment avec Thibaut Lassalle. Très généreux sur le terrain et pas épargné par les blessures, Thibaut a toujours su revenir et c'est un modèle d'abnégation et de persévérance. Pour tout vous dire, j'ai passé un super moment en sa compagnie et j'ai découvert un homme qui n'oublie pas d'où il vient et qui fonctionne à l'affect. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Thibaut. Bonjour Johan. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ben ça va, merci. De toute manière, aller mieux, ce serait indécent quand on voit le décor autour de nous. Pour expliquer un petit peu, là on est dans ta maison familiale, à Lourdios-Icher, en plein cœur de la vallée d'Aspe. On a les montagnes autour de nous, c'est nickel. Tout le monde connaît dans le monde du rugby Thibaut, le colosse seconde ligne qui a officié à Oyonnax, qui a officié à Castres et qui est de retour à Oyonnax. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi rêvait le petit Thibaut. Bon, il rêvait d'une carrière de sportif, ça c'est sûr. Au départ, c'était plutôt de cycliste professionnel. Je suis un passionné de vélo. C'est vraiment... j'en loupe pas une miette, quoi. De l'équipe tous les jours. Je regarde beaucoup de courses, les classiques, le Tour d'Italie, le Tour de France, bien sûr. La Vuelta, et je me rêvais coureur cycliste jusqu'à 10-11 ans, quoi. Donc j'étais dans un club et après j'avais bien vu que mon physique n'était pas très adéquat avec le monde du vélo, mais voilà, après j'avais les rêves de tous les petits qui grandissent en montagne, quoi. Moi je voulais être avec les bêtes, conduire le tracteur, faucher, courir dehors, jamais être à l'intérieur. Voilà, c'était mon quotidien et c'est ce qui m'a forgé. Ouais, t'étais quel genre de petit ? Bon, je pense que j'étais assez turbulent, qui aimait pas l'école. J'étais tout le temps chez mon oncle qui a des brebis et qui fait du fromage. Voilà, j'étais tout le temps sur le tracteur, quoi. Quand t'étais à l'école, t'as fait quoi comme type d'études ? Alors j'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait mon brevet d'état rugby, mon DE GEPS rugby. Et après, j'ai fait un master en management d'entreprise sur une école de commerce à Toulouse, le TBS. Du coup, tu as un poil abordé le côté du rugby. Comment t'es tombé dedans ? Bon, tout naturellement. Ici, c'est très rugby, comme chez toi. Voilà, j'ai fait pas mal de sport avant, je me suis essayé un peu au foot mais j'étais vraiment pas fait pour ça, aucun talent, vraiment aucun. Après j'ai fait de l'équitation assez longtemps parce que comme tu l'as vu j'ai des chevaux et c'est aussi une passion. Voilà, puis j'ai fait du vélo pendant 3 ans. Après la Coupe du Monde de 99, là, quand j'ai vu les exploits des Bleus, là j'ai dit il faut vraiment que j'y aille, ça me titillait déjà mais j'avais jamais franchi le pas et puis là j'ai attaqué. Donc j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai commencé
Le rugby un peu aussi par dépit du vélo parce que je sentais que que j'aurais pas le niveau escompté. Mais voilà, après le rugby, ça me plaisait énormément aussi de le regarder. Et puis après, forcément, quand on y tombe dedans, c'est pour la vie. C'est dur d'en sortir, effectivement. T'as attaqué dans quel club? Et, à 10 minutes d'ici, à Bedouce, mes frères y jouent, moi j'y ai joué, voilà, mon oncle y jouait. C'est le club de famille, quoi. Ici, tout le monde, c'est le club de la vallée, et tout le monde soutient Bedouce. Et après, je suis parti à Oloron. Bedouce, c'est en quelle division aujourd'hui? Là, c'est 3e série. D'accord, ah ouais, vraiment un petit club familial. Mais ils ont génial, quoi. été 2 fois champions de France là, sur les dernières années de 4e série. Une fois, il y a 12 ans, et puis l'autre fois il y a 2 ans. Voilà, l'année où on a été champion de France avec Castres au top 14, mon frère a été champion de France de 4e série avec B12, donc c'était génial, le plus grand bouclier, le plus petit dans la famille. C'est merveilleux ça. Ça devait être la fête à Lourdios. Ah ben c'était incroyable parce qu'en plus c'était comment la demi-finale de mon frère, c'était le lendemain de notre finale au Stade de France. Oh, ok. Voilà. Donc par exemple mon père il était à la finale le soir à Paris, puis le lendemain il a sauté dans un avion pour aller voir la demi-finale. Oh, c'est génial. Toi t'as pas pu y être, je suppose. Non, mais j'ai vu quasiment tous les matchs parce qu'à chaque fois ça correspondait à des... Enfin on a joué notre quart de finale à Toulouse, et le lendemain mon frère il jouait son 8e je crois juste à côté à Kent, voilà, à Kent-Fonsegrive. Okay. Donc j'étais le lendemain, tout le monde était chez moi le soir pour fêter un peu la qualif du quart, et le lendemain on avait été voir mon frère jouer les phases finales. Mais il a eu pas mal de matchs dans le sud-ouest, donc franchement j'en ai loupé que 2, le quart de finale, la demi je crois. Tu m'as dit que tu étais parti à Oloron après, tu restes jusqu'à quel âge? À Oloron j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans, le plus tard possible, j'avais pas envie de partir. Voilà, chaque année un peu c'était la grande question, est-ce qu'il fallait que je parte ou pas? Et puis moi j'étais bien avec mes potes à Oloron, on jouait en Crabos, en Réchelle, donc il n'y avait pas trop de raison de partir. Parallèlement j'étais au sport-études à Bayonne et après à Marcoussis. Voilà, donc tant que la Fédé me permettait de jouer à Oloron, voilà, je suis pas parti. Ça représente des souvenirs incroyables, et beaucoup de mes très bons amis sont issus de ces moments-là, quoi. Bien sûr, et tu étais au pôle à Marcoussis et tu jouais en même temps à Oloron? Ouais, voilà, ouais. Ah, mais rare, Sébastien Tiousbord avait fait ça 2 ans avant moi, et du coup, je partais le lundi matin. Moi, mais là, j'avais passé mon permis, j'avais fait moi, je suis d'août, donc j'avais fait mon anniversaire, j'avais eu le permis pas très longtemps après, donc du coup, ça me permettait le lundi matin, je partais prendre l'avion à Pau. Et je rentrais le vendredi juste pour pouvoir m'entraîner le vendredi soir avec mes potes. Et puis on jouait le week-end, le samedi ou le dimanche, et puis c'était reparti. Ouais, c'était une année vraiment sympa. Ouais. Ah, ça devait être folklore, mais vous deviez pas être nombreux qui venaient de clubs de Fédéral 1 à être à Marcoussis. Non, cette année-là, qui c'est qu'il y avait? Je pense que j'étais le seul encore qui était dans un... Il y avait peut-être des Tourangeaux à l'époque. D'accord. Il me semble qu'il y avait 2 Tourangeaux qui étaient aussi avec moi. Et donc tu restes à Oloron jusqu'à tes 18 ans, ouais. Après tu bouges un petit peu? Ouais, après je suis parti à Agen. C'était pas un club de cœur, ni qui m'a attiré plus que ça. Pourtant, moi je pensais aller à Pau honnêtement, et puis après c'est l'année où Pau est descendu, c'était un peu compliqué le contexte dans le club. Moi j'avais eu plusieurs interlocuteurs différents. Voilà, il y avait eu des incompréhensions et tout, puis du coup ça s'était pas fait. Et Agen avait vraiment fait le forcing pour me récupérer. Puis j'avais pas mal de copains de l'équipe de France des moins de 20 ans, enfin des moins de 19 ans à l'époque, qui signaient là-bas. Et du coup, ça s'est fait comme ça. En fait, on s'est retrouvés à plusieurs copains à signer à Agen en même temps. Du coup, je me suis retrouvé en Lot-et-Garonne, et ça a duré 6 ans. Donc c'était quand même une sacrée histoire de ma carrière, quoi. Ah ouais, bien sûr. Mais, enfin, justement, je me demandais comment un gars aussi ancré dans sa vallée, dans ses Pyrénées, avait pu partir comme ça à Agen. C'est bizarre que tu n'aies pas choisi Pau ou Tarbes ou Bayonne, tu vois. Ouais, c'est incroyable, mais ça s'est fait comme ça, quoi. J'avais été en contact un peu à Bayonne et Biarritz, mais il n'y avait pas eu de... Vraiment, Agen m'avait vraiment montré qu'ils avaient envie que j'y aille. Voilà, puis à l'époque, c'était encore une grosse équipe d'Agen, quoi. Il y avait des très grands joueurs là-bas.
Donc c'était pas mal. J'avais hésité vraiment à partir au Stade Français, Ouais. qui était entraîné par Galtier. Et moi, ça restera un peu un regret dans ma carrière de ne pas avoir tenté cette aventure-là parce que c'était quand même quelque chose à l'époque, le Stade Français de Guazzini. En plus, j'ai rencontré le personnage plusieurs années après. C'était quelqu'un de vraiment très sympathique et fantastique, quoi. Donc, je m'étais un peu échappé, quoi. À l'époque, j'avais pas osé partir à Paris. Mais voilà, mais du coup je m'étais retrouvé à Agen et c'était très bien aussi. Bah écoute, il est jamais trop tard. Ouais, non, là ça commence à sentir le sapin. Ouais. T'as enquillé direct en première âge, hein? Je m'entraînais avec la première dès ma première année là-bas, mais j'ai fait la première année, non, j'ai pas joué avec eux, j'ai fait une feuille de match en top 16 et j'étais pas rentré. En plus, c'était une année compliquée parce que c'est l'année où Agen est descendu avec un effectif stratosphérique. Voilà, du coup, moi, pour ma première année dans un club pro, c'était très, très surprenant, quoi, parce que voilà, bon, c'était pas très bien passé entre les joueurs historiques et les coachs. Voilà, bon, ça avait été une année compliquée, mais du coup, j'ai commencé à jouer dès la saison d'après parce qu'on a eu la chance de voir arriver Henri Broncan de Auch. Et voilà, ça a été une des belles rencontres que j'ai fait dans ma carrière, Henri. Et lui, de suite, il m'a lancé en même temps que Jean-Mon Ribot, Sofiane Guitoun, et j'en passe, de Brice Dulin, etc. Donc voilà, des belles années derrière ça. Ouais. Vous remontez rapidement? On remonte 2 ans après, en fait, Henri fait une année, puis après c'est Christian Lanta et Christophe Delot qui reviennent. Et on remonte au bout de 2 ans avec eux, on remonte. À ce moment-là, tu gagnes un titre de Pro D2 avec Ouais, Agen ou pas? on est champion de France. Bon, moi, ça a été le début un peu de mes malheurs parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au genou. D'accord. Voilà, beaucoup d'entorses à répétition. Et puis après, je me suis fait le premier croisé l'année où on monte alors que j'avais joué tous les matchs. Je me pète le croisé à Lannemezan. Un match en novembre, là, sympa, sur le plateau, il tombait des seaux d'eau, il faisait un froid de canard, je me fais le croisé. L'année où Lannemezan est en Pro D2? Ouais, voilà. D'accord. Ben, nous, c'est l'année où on est champion avec Agen. Donc, du coup, au bout de, je sais plus, quelques matchs, quoi, une dizaine, je me fais le croisé, donc saison finie. Voilà, alors que là, vraiment, j'avais ma place dans l'équipe, donc c'était vrai que c'était assez frustrant. Bon, c'est comme ça, j'ai appris à gérer la frustration au long de ma carrière. Et donc, ouais, on finit champion. Après, on a fait les 2 années en top 14 derrière. Où moi, je reviens du croisé la première année. Au bout de 8 matchs, je me fais le deuxième genou. C'est pas vrai. Donc là, une blessure encore plus grave, avec vraiment des complications, des insertions de l'ischio et compagnie et compagnie. Donc voilà, j'en ai pour presque un an à revenir. Et après, ça a été compliqué pour moi là, sur ma dernière année et demie, en gros, à Agen. J'avais pas beaucoup de temps de jeu parce que j'avais du mal à revenir à mon niveau. Christian, qui m'aimait beaucoup, avait du mal à me refaire confiance. Il y avait des mecs qui avaient pris la place et qui étaient à un très bon niveau. Donc difficile, quoi. Je devais être le 6e seconde ligne ou le 7e dans la hiérarchie. Et voilà, ça a été des périodes qui m'ont forgé, mais pas très agréables, parce que c'est vrai que quand tu perds ta place sur le terrain, bon, mais c'est comme ça, c'est le sport, mais quand tu la perds à cause des blessures, c'est beaucoup plus frustrant. Mais bon, sur la fin, j'ai réussi à revenir à peu près, et puis là, j'ai eu le coup de téléphone qui a changé ma vie, quoi, celui de Christophe Furios, et voilà, et la suite après, c'était que du bonheur, quoi. Ouais, et là, pour le coup, c'est même pas dans le Lot-et-Garonne que tu restes, tu pars dans le Haut-Bugey. Ah ouais, c'est... Ah oui, il y en a. Mais il y a des choses dans ma carrière qui sont incroyables et ça en fait partie, quoi. C'est que déjà à Agen, je trouvais ça horriblement loin pour moi. J'en avais marre à la fin de faire 3 heures de route. Des fois, je rentrais mais presque tous les week-ends quand j'étais blessé. Ah ouais? Ouais, pour couper puis pour être à la famille. Et ouais, puis vraiment personne m'appelait. C'est vrai que j'étais un peu sorti des radars, quoi, même si j'avais pas mal joué jeune, en fait. Quand tu es blessé, tu te rends compte qu'on t'oublie vite. Hein. Et voilà, donc je me disais, bon, ben allez, je vais rentrer jouer à Oloron. Et puis voilà, ça va être. On va se relancer comme ça. Et puis là, mon agent me dit, écoute, il y a Oyo qui est intéressé. J'avais joué pas mal de fois contre eux en Pro D2. Ah, je dis, ouais, non, franchement, Oyo, ça va pas être possible et tout. Et après, Christophe Furios, il m'appelle. Pareil, je lui dis, écoute, Christophe, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur ton appel, mais c'est pas possible. C'est trop loin de chez moi. Il me dit, écoute, moi aussi je suis du sud-ouest, je suis de Carcassonne, moi aussi j'ai dit ça, mais tu devrais venir voir, au moins viens bouffer avec moi. Voilà, il faut qu'on se rencontre, qu'on discute.
tu vas découvrir une région très sympathique et tout. Viens me voir au moins. Et puis j'y suis allé. Au bout de 5 minutes à table avec lui, j'avais compris que c'était la personne qu'il me fallait dans ma carrière. Ouais. Ah ouais. Il paraît qu'il s'échappe pas à table en plus. Ouais, ça j'avais vu qu'il avait du potentiel à table et il n'était pas comme maintenant, là, il a progressé encore. Hein. Mais voilà, on voit de suite, quand on rencontre des personnages comme ça, je pense qu'on ne rencontre pas souvent dans une vie. Et moi, lui, vraiment, c'est... Si je dois retenir 2 personnes de ma carrière, il y a lui et il y a le prof que j'avais à Bayonne, le prof du pôle de Bayonne qui a marqué des générations de joueurs ici, qui s'appelle Pierre Pérez. Ah mais... J'en connais un autre qui en a parlé, je t'écoute. Ouais, donc voilà, mais c'est vrai que mon Pierre à Bayonne, mais là puisqu'on parle d'Oyo, Christophe, ça a changé ma vie de le rencontrer vraiment. Et du coup, tu restes combien de temps à Oyo ? Je fais 3 saisons. La première année, on fait une saison magique. Je pense moi, ma plus belle année humainement sur tout le rugby, ce qu'il peut y avoir, l'entraînement, les matchs, les résultats, ce qui se passait autour dans l'équipe. C'était formidable. On gagne, je crois, 25 matchs sur 30. On finit avec 20 points d'avance sur le second. Pourtant avec une Pro D2 incroyablement relevée. Et voilà, et on crée un groupe vraiment magnifique, quoi. Moi j'avais l'impression d'être à Oloron en junior, en étant en pro à Oyo. On faisait bringue sur bringue, même les vacances je rentrais pas tout le temps tellement j'étais bien. Ouais, vraiment. Et puis on s'est retrouvés à plusieurs mecs du sud-ouest expatriés là-bas. Et ouais, c'était formidable, vraiment. Puis en plus, on a tout le temps progressé. La deuxième année, en top 14, on se maintient en faisant descendre Biarritz et Perpignan, qui étaient vraiment des effectifs bien plus huppés que le nôtre. Et la troisième année, on finit en barrage contre le stade toulousain à Ernest Vallon et on perd d'un point à la 75e minute. Un match aussi vraiment qu'on avait maîtrisé. D'une intensité incroyable, donc c'était une histoire de fou là-bas vraiment, parce que c'était un petit club la première année que je suis arrivé. Moi c'était le terrain d'Oloron, mais en moins bien, quoi. Encore il y avait une piste cendrée autour du stade, il y avait des petites tribunes, et puis là tu te retrouves, ils nous ont construit un stade en 3 mois, et 3 mois après avoir été champion, on reçoit Clermont qui vient de faire finale de H-Cup, on les bat, on leur met 30 points dans un stade, une ambiance de fou. C'était vraiment la folie là-bas. En plus, à ce moment-là, t'es pas trop embêté par les blessures? Non, aucune. Ouais, mes 3 années à Oyo, à part une luxation d'épaule, sinon vraiment, j'ai pas du tout été embêté. Et après, c'est vrai, j'avais accumulé tellement de frustration et de déception que quand tu peux enchaîner les matchs, c'est formidable, quoi. Puis quand tu as un coach qui te fait autant confiance et qu'il y a de l'amitié voilà, que tu as ce respect, mais cette amitié-là aussi, c'est formidable, quoi. Ça te fait te dépasser bien sûr. Énormément. Et donc tu exploses complètement à Oyo et tu files rapidement au bout de 3 saisons donc au RCT. Ouais, voilà. Donc j'ai l'opportunité, déjà sur la deuxième année, on ne savait pas si on allait se maintenir ou pas, Toulon m'avait contacté. Et moi il me restait là mon année à Oyo, j'avais vraiment envie qu'on se maintienne pour y rester. Ouais, je savais que l'année d'après, en parlant avec Christophe, je lui ai demandé lui ce qu'il allait faire parce qu'il était en fin de contrat en tant que manager d'Oyo et moi ça me titillait quand même de rester avec lui. Mais bon, j'avais compris qu'il ne resterait pas forcément à Oyo et voilà. Et moi, il m'a dit, écoute Thibaut, franchement, il y a Toulon qui t'appelle. En ce moment, c'est comme le Real Madrid. Je peux pas te dire, n'y va pas et tout. Il faut que tu tentes. Donc, on est en 2015 là. Ouais, voilà. Et donc voilà, ça se fait assez rapidement parce que je vais voir Mourad Boudjelal, qui est un sacré personnage. Et puis j'avais rencontré Laporte aussi, vite fait, voilà. Donc qui est quelqu'un de très réputé dans le rugby aussi, de charismatique. Donc voilà, ma décision, elle avait été vite prise pour tenter l'aventure à Toulon. Et Toulon, tu y arrives et là à nouveau un problème de blessure? Non, pas de blessure. Je me sentais très bien à Toulon.
Non, je sortais de mes années d'Oyo en pleine confiance. J'avais fait plusieurs fois des matchs avec les Barbazes, ça s'était bien passé. Non, j'arrivais à Toulon et tout simplement, au début, je joue beaucoup parce qu'il y a la Coupe du Monde. Voilà, mais dans une équipe où Laporte, c'est notre manager, mais il est quasiment jamais là parce qu'il prépare la présidence de la Fédé. Voilà, donc c'est un contexte très particulier, quoi. On s'entraîne très peu. On ne savait pas trop s'il y avait un pilote dans l'avion. Il manquait 20 joueurs. Voilà, donc on fait un début de saison un peu caduque. Mais moi, personnellement, ça se passait plutôt bien. J'avais joué tous les matchs là, de cette période-là. Et puis après, il y a eu un match, je ne sais plus, en octobre ou en novembre, là, juste avant d'attaquer la H-Cup, où on va à Grenoble. Et moi, je me loupe sur la première mi-temps. Je ne fais pas du tout une bonne première mi-temps. Là, il me sort, c'était frigo pendant 3 mois. J'ai plus vu... Enfin voilà, j'étais même pas, pas invité du tout, quoi, comme ça peut arriver. Mais bon, c'est un moment difficile, mais qui m'a forgé. Mais après, au fur et à mesure de la saison, après, je suis revenu dans le groupe. J'ai pas mal joué là sur la deuxième partie de saison. Mais au niveau de l'ambiance du groupe, même le contexte qu'il y avait, enfin, j'étais malheureux, quoi, là-bas. Je me plaisais pas. Le sud-est, enfin, c'est un endroit merveilleux, mais je sais pas, l'atmosphère et tout, moi, je m'y sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'étais en contact avec Christophe, qui était à Castres. Et lui, il m'a dit, écoute, moi d'abord, je lui avais dit en octobre ou novembre, je lui ai dit, écoute, je sais pas, je me sens pas très heureux, dis-moi si tu as besoin de moi, peut-être que je ferai quelque chose pour me libérer. Puis après, lui m'avait contacté un peu plus tard, en, je sais plus, décembre ou janvier. Il m'a dit, écoute Thibaut, moi je serais bien content que tu viennes me rejoindre à Castres. Voilà. Après, ça me trottait un peu dans la tête, mais je me disais quand même, je vais pas partir de Toulon la queue entre les jambes au bout d'un an. C'était un gros challenge, je vais rester un an de plus pour essayer de voir si je change pas d'avis. Et puis après, en fait, en fin de saison, ça me plaisait vraiment pas. Et Christophe, il m'a rappelé, je savais que j'avais l'opportunité d'aller à Castres. Donc un matin, j'ai été voir Mourad Boudjelal et je lui ai dit que j'étais malheureux et que vraiment, j'avais rien contre Toulon, que c'était un très grand club, que je le remerciais de sa confiance et tout, mais que j'aimerais bien qu'il me libère. Bon, au début, il voulait pas trop. Et puis après, au bout de quelques jours, on a trouvé un arrangement et j'ai pu rejoindre le Castres Olympique. Ok, t'étais sous contrat pour combien de temps? 3 ans. Ah ouais, 3 ans. Ouais, c'était compliqué. Puis bon, surtout que le staff changeait et tout, donc il n'y avait pas trop de raisons pour que je parte, quoi. Mais bon, moi, j'ai eu des bons rapports avec Mourad Boudja. Je trouve que c'était un président bien et là, il a été sympa avec moi, quoi. Il avait compris que j'étais malheureux et voilà, que ça servait à rien de garder un joueur qui avait pas très envie de rester, quoi. Bien sûr. Bon, tu te rapproches un petit peu des Pyrénées, du coup. Ouais, et puis surtout, je me rapproche d'un club qui me correspondait plus, je pense, et surtout de Christophe et de son staff, que j'avais côtoyé pendant 3 ans, et je savais que j'allais me régaler à l'entraînement pour préparer les matchs. Voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de retrouver. Ouais. D'ailleurs, tu retrouves pas mal d'anciens coéquipiers aussi. Forcément, il y avait pas mal de joueurs qui l'avaient suivi et des amis très proches comme Antoine Dichit ou Benjir Pileta. Donc j'étais aussi heureux de les retrouver. Ouais. Là, donc on est en 2016 à ce moment-là. Ouais, c'est ça. 2016, vous faites deux saisons et vous levez du bois après. Ouais. Vous touchez du bois. ouais. Incroyable parce qu'on avait, même si on avait une très jolie équipe, mais on est. Enfin, je sais pas si on était programmé pour être champion quand même quand on voit les armadas qu'il y a. Mais voilà, un super état d'esprit dans l'équipe, tout qui est bien cadré, planifié. Et voilà, quand tu as un bon plan de bataille, un bon général et des soldats pour aller au feu, avec une cohésion très importante, souvent tu n'es pas loin du truc, quoi, quand même, à la fin. Et là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et puis à la fin, on a pris confiance en nous, en notre jeu. Voilà, et on était devenus redoutables, ouais. Avec la réussite en plus du champion qu'il faut. Hein. Et c'est des moments magiques. Hein. Et cette année-là, en plus, en finale, vous battez Montpellier, qui a une équipe monstrueuse. Ah oui. Mais bon, le week-end d'avant, on bat le Racing à Lyon. Moi, c'est là où je me fais mal, mais c'était une équipe de fou aussi, quoi. Moi, c'est l'un des matchs de ma carrière les plus durs que j'ai joué, quoi. C'était incroyable, l'intensité, la chaleur.
Ouais, vraiment là, tu tutoies le très haut niveau, quoi. Tu sens que ça rigole pas. Et ouais, manque de bol, du coup, comme tu viens de le dire, tu te pètes en demi. Ouais, je me blesse. En plus, pas une belle blessure à la cheville. Voilà, donc ça résume un peu ma carrière, quoi. Je me tape tous les matchs et le dernier, je le loupe à Paris. Donc, bon, forcément, la déception qui va avec. Mais je sais pas, peut-être que j'avais l'habitude de gérer ces frustrations-là. Bon, forcément, ça restera une cicatrice dans ma carrière, dans ma tête. Mais bon, voilà, j'ai dit c'est comme ça, c'est le destin. De toute façon, je peux rien y faire. Donc, j'ai quand même pu aller avec le groupe qui jouait à Paris, préparer le match avec eux toute la semaine. Ça faisait un peu comme si j'y étais, quoi. J'ai passé tous les moments avec eux. C'est juste les 4 minutes sur le terrain où j'étais juste sur le bord. Alors, j'ai loupé le meilleur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, t'as raté que les 2 premières mi-temps, je suis sûr que Ouais. la plus longue c'était la Ah troisième. ouais, celle-là, par contre, ça a été très bien même. Tu restes une saison supplémentaire à Castres. Ouais, Et derrière, tu pars un retour à l'expéditeur. ouais, ben après, bon, moi j'étais très heureux à Castres, j'avais pas forcément envie de partir de Castres, mais après, Christophe et le staff là, ont annoncé qu'ils partaient. Et bon, je sais pas, bizarrement, pourtant, quand même, je jouais très régulièrement. Je sentais pas que le président, il avait ou en tout cas, le staff qui allait suivre avait une très grande envie de me garder, quoi. Je voyais qu'il prolongeait beaucoup de joueurs et moi, on m'avait rien dit. Donc, en général, quand ça se passe comme ça sent pas très bon. Pas trop, ouais. Et voilà, donc moi, j'ai un peu pris le devant. Je dis, bon, mais si c'est comme ça, tant pis, je vais pas aller pleurnicher ou quoi. Le club m'avait dit bon, on te dira un peu plus tard et de ça. Puis moi, il y a Joe donc, avec qui j'ai joué, Joe El Abd, avec qui j'ai joué, qui était capitaine à Oyo et après qui était entraîneur des avants avec Christophe à Oyo et à Castres, qui avait pris le poste de manager à Oyo pour cette année, donc qui était aussi avec moi à Castres, qui venait de signer son contrat de manager et qui m'a demandé si je voulais aller avec lui pour finir ma carrière. Voilà, et puis écoute, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est une histoire. Voilà, il y a eu Christophe et puis il y avait Joe qui était quelqu'un d'important avec qui j'ai des liens très forts aussi. Et voilà, c'est le côté humain qui m'a fait vraiment prendre cette décision. Au début, j'avais pas très envie parce que je me dis quand ça s'est tellement bien passé dans un club, ça peut être que moins bien. Et voilà, finalement, je suis content d'y être retourné parce que j'ai retrouvé des personnes que j'adore. Bon, même si l'équipe a énormément évolué, mais au club, quand même tous les gens que je côtoyais, puis plein de sponsors autour, des gens avec qui j'avais lié amitié. Voilà, donc j'étais heureux de les retrouver. Puis on vit dans un petit village, pareil comme ici, là, en pleine nature à côté, et c'est assez agréable. Et puis bon, je sais il me reste plus que 2 ans à partir de maintenant, donc ça va aller vite, quoi. Oui, et puis t'arrives en terrain bien connu, quoi. Ouais, mais j'avais pas envie sur la fin de carrière, j'avais envie d'en profiter, de jouer, c'est le plus important. Et voilà, j'aurais eu l'opportunité d'aller dans un club plus huppé pour finir, mais bon, si c'est pour jouer un week-end sur 2 ou 3, ou se prendre la tête, là, au Oyo, au moins, je savais que j'aurais du temps de jeu et puis que j'allais me régaler, quoi. Puis quand t'arrives en fin de carrière aussi, il y a le côté. Le choix du staff avec qui tu vas aller, de l'entraîneur, c'est important parce que je pense qu'en fin de carrière, tu es exigeant sur ce que tu attends de ton entraîneur et du contenu des séances. Et je savais qu'avec Joe, notamment, ça serait Manny Edmonds qui est là-bas, ça serait intéressant ce qu'on ferait, quoi. Et c'est important parce que nous, du rugby, on en bouffe tous les jours. Donc si tu te fais chier, je peux te dire que les semaines sont longues, quoi. Ouais, je te crois volontiers. Et puis Ouais. bon, vous jouez le haut de tableau encore une fois. Oui, voilà, exactement. Bon, c'est sûr que c'est moins, je sais pas comment dire, moins séduisant que le top 14. C'est aussi, moi, je préfère jouer en top 14, honnêtement, comme tous les joueurs, mais c'est quand même un très beau championnat, la Pro D2. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, quoi. Je vois à Oyo, par rapport aux années où j'y étais, il y a énormément de jeunes du club qui jouent avec nous, puis ils ont un bon esprit et tout, ça fait plaisir. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé à jouer, il y avait énormément d'étrangers dans les clubs. Alors j'ai rien contre les étrangers, mais on était très peu de jeunes à jouer en première, quoi. Là, ça commence vraiment à se démocratiser et c'est top. Et la Pro D2, elle permet vraiment ça, quoi. Elle permet vraiment aux jeunes de se lancer.
Oui, parce que t'as quoi, t'as 32, tu vas faire 33 ans bientôt. Ouais, voilà. Ouais. Et tu fais figure d'ancienne, du coup, t'es le papa du pack un peu. Ouais, je sais pas, moi dans ma tête, je me sens comme à 20 ans, quoi. Même encore plutôt comme à 40, mais non, j'aime pas trop endosser ce rôle-là. Après, s'il y a quelque chose à dire, ça je le dis. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ce rôle trop de paternel, quoi. Je préfère être le grand frère un peu ou comme ça, mais voilà, je râle pas trop. Je comprends. Et tu commences à aborder un peu ta fin de carrière. Tu as des idées de ce que tu vas faire après? Ouais, alors ce confinement là en terrain connu, pas inconnu justement, ça me permet d'y réfléchir pas mal. Mais ouais, j'ai déjà quelques pistes bien avancées. Avec un cousin là, qui habite dans la vallée, on a un projet là dans le tourisme. Alors on est en train de le définir, mais peut-être de faire un camping, pourquoi pas. Ou voilà, une résidence de vacances, parce on est très attaché à ici. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas grand chose encore dans ce domaine-là, c'est pas hyper développé. Et donc ça nous plairait bien, puis pourquoi pas plus tard organiser des séminaires, des stages, faire de l'événementiel quoi, un peu autour de ça, même organiser des soirées. Pourquoi pas dans la structure avoir un restaurant, voilà. On est en train de mettre un peu le projet tout en place. Alors ici c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de foncier. Donc voilà, il faut aussi trouver l'espace où le faire. Mais ouais, ça c'est une partie qui me prend pas mal de temps là, à l'heure actuelle. Et après, de toute façon, moi j'ai la propriété que tu vois ici. Et je vais y faire quelque chose aussi, je sais pas quoi encore, mais j'ai aussi cette optique-là. Et puis j'adore entretenir les pentes, voilà, on voit qu'il y a des qui poussent de partout maintenant. Donc pourquoi pas faire une petite société là-dedans aussi, spécialisée. Maintenant, il y a des machines pour les terrains très escarpés avec des télécommandes et tout ça, ça me plaît bien. Donc ouais, c'est pas une priorité, mais ça pourrait me brancher aussi si les autres projets ça marche pas. D'accord, oui, je vois souvent passer des vidéos sur internet où tu entretiens avec tes frangins paternels. Ouais, voilà, on a fait un peu de pub avec un média local, ouais, mais c'était sympa. Et plus de lien avec le rugby derrière? J'ai prévu de jouer avec mes frères, ouais. si possible à Bedouce. Voilà, donc comme ça la boucle serait bouclée. Ce serait beau. Voilà. Alors est-ce que je sais pas si j'aurai assez de force pour faire un arrêt à Oloron ou pas, mais j'y crois pas trop parce que la Fédéralin quand même, il faut s'entraîner, puis faut montrer l'exemple et tout si je reviens. Donc je sais pas si j'aurai encore très envie, mais à Bedouce c'est sûr que je vais faire voire 2 ou 3 années avec mes frangins si mon corps me le permet. Et voilà, et après, pourquoi pas, comme je te disais, j'ai mes diplômes d'entraîneur, donc pourquoi pas entraîner, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr d'avoir la fibre. T'aimes faire quoi à côté du rugby? Ben là, à l'heure actuelle, j'ai 3 enfants, et le plus vieux, il n'a pas encore 4 ans, donc ça occupe bien les journées. Donc voilà, j'apprends à être père, quoi. Mais... non, des choses très banales. On fait des balades. Voilà, je me mets au bricolage aussi là, surtout que depuis que je suis avec ma compagne, parce que toute sa famille, c'est des maestros du bricolage, donc ils m'ont appris. Et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. Voilà, donc on a retapé on avait acheté une maison à Oyo là, en y repartant, donc on a pas mal retapé, donc ça occupe bien les journées de repos et l'esprit. Voilà, après, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le quad, donc ça aussi, je me fais les balades avec les petits. Ça tourne quand même beaucoup autour du sport après, tout ce que je peux faire. Ma compagne est très sportive aussi, donc on aime bien aller courir, aller marcher, faire des randonnées. Tu vois du paysage un petit peu. Ouais, exactement. Donc ouais, tu m'as expliqué que tu n'avais vraiment pas été épargné par les blessures pendant ta carrière. Tu as eu ton lot. Et moi, il y a quelque chose que je me demande, c'est comment tu as fait à chaque fois pour réussir à revenir. Et pour avoir l'envie de revenir. En fait, je pense que sur le moment, on ne se pose pas trop la question.
Il y a vraiment une fois où je me la suis posée, c'était pour mon deuxième croisé, là, parce que déjà il venait, comme je t'ai dit, 8 matchs après le premier. Donc tu sors de presque un an de rééducation, tu retrouves à peine ton niveau et là tu replonges dans une galère pas possible. Et je sais pas, en fait, je pense que c'est la passion du jeu qui m'a fait revenir et puis j'avais quand même envie de montrer que j'étais capable de faire des belles choses, quoi. Donc j'étais animé par ça, j'avais pas envie de lâcher et de laisser tomber l'affaire, même si des fois tu as envie de tout envoyer chier. Au fond de moi, ça n'a jamais été trop présent dans mon esprit quand même. Ouais. Moi, tout le temps, je me disais, bon, mais je vais revenir. Et puis en fait, après, j'ai pris l'habitude de revenir. Donc je me posais même plus la question de savoir si j'allais avoir des séquelles ou pas. J'en ai, hein, mais voilà, je fais avec. Je me dis, bon, ben là, voilà, on va faire l'opération. Puis une fois que l'opération elle est faite, c'est terminé, quoi. Et même maintenant, j'attends même plus les protocoles de 6 semaines sans marcher ou quoi que ce soit. Je remarche de suite. Je dis, je réhabitue mon corps de suite à l'effort et comme ça revient plus vite. Hein. Vraiment, à chaque fois, tu te poses zéro question et tu rattaques, quoi. Exactement. Mais de l'expérience que j'en ai, c'est que quand même le mental il fait énormément. Et moi, ce qui m'a permis de retrouver un moral très rapidement, c'est de me ressourcer en famille, voilà, de couper, de ne pas avoir peur de demander au staff de me laisser rentrer chez moi. Et voilà, je leur disais, laissez-moi me faire opérer, laissez-moi quelques jours de convalescence et après je reviens et c'est parti, quoi. Là. Ouais, c'est un gros mental, quoi. T'es le fils aîné d'une fratrie dont le patriarche est une personnalité publique, sans faire de mystère. Donc ton papa, c'est Jean Lassalle, qui est député. Comment t'as réussi, toi, à gérer le fait d'être d'un côté parfois considéré comme le fils d'eux, alors que t'excelles dans un autre domaine que le sien? Ça n'a jamais été un problème parce que d'une part on est très très proches depuis toujours. Moi j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille hyper unie, voilà, où il fait vraiment bon vivre et donc j'ai pas ce rapport à... Enfin des fois pour un fils de politique surtout, c'est très dur l'œil qu'ont les gens qui sont pas d'accord et c'est un milieu virulent, quoi, la politique, donc il y a des gens qui sont pas d'accord et il y en a d'autres qui aiment vraiment pas la personne non plus. Et moi j'ai eu cette chance, je sais pas, les gens qui me parlent de mon père, 99% du temps c'est des gens qui sont bienveillants à son égard et qui sont assez, je dis pas qu'ils sont d'accord avec lui, mais au moins qui trouvent que sa démarche leur plaît, quoi. Et déjà, j'imagine, et peut-être que c'est dû à ma carrure, j'ai pas eu trop de personnes qui sont venues me voir en disant ton père est un enculé et voilà, on le déteste. Bon, déjà, c'est pas très constructif et puis en plus, je sais pas comment j'aurais réagi, mais en tout cas, ça m'arrive très rarement, ça. Il y en a qui peuvent me poser des questions, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, mais c'est plus facile déjà. Voilà, je me mets à la place des fois quand des politiques très très connus où il y a des grosses histoires, ça doit être vraiment compliqué pour la famille. Mais nous, voilà, on a tellement ce lien très proche. Nous, on connaît notre père, on sait que c'est quelqu'un de bien. Et voilà, moi je lui fais une confiance aveugle, donc j'ai pas ce problème-là vraiment. C'est une fierté. Et moi on me dit c'est le fils de Jean et tout, mais c'est une fierté qu'on me dise ça. J'ai pas de problème, on fait deux trucs différents. Il est bien plus connu que moi, mais voilà, j'ai jamais eu ce complexe-là. C'était peut-être la période où c'était plus difficile, c'était quand j'étais plus jeune à l'école. Tu fais le malin parce que t'es le fils du maire aussi ou ça. Quand t'es petit, tu réagis moins bien, quoi. T'as pas l'habitude. Mais après, en grandissant, j'ai jamais eu ce problème. Maintenant, vraiment, c'est même une force parce qu'il est quand même, il a une cote de sympathie assez élevée et voilà. Et bon, dans le coin, en plus, il a tout le temps gagné ses élections législatives comme ça. Donc, c'est que les gens l'apprécient quand même. Donc, voilà, les gens qui m'en parlent, c'est très bienveillant, quoi. Dans ta vie, dans ta carrière, dans tout ce que tu as vécu, quelle est la plus grande claque que tu as reçue? Je dirais que ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait du bien, c'est le jour où j'avais reçu en fait à Agen, ça faisait 6 ans que j'y étais
Et le club m'a envoyé j'avais un contrat en +1 en option. Et en fait, il m'avait laissé entendre que peut-être ils allaient me prolonger. Et en fait, un soir, le président me laisse un message vocal à 21h. Et le lendemain, j'avais ma rupture de contrat quoi, dans la boîte aux lettres. Et alors on se voyait tous les jours. Quoi. Et je me souviens parce que ce jour-là, je partais jouer avec les espoirs à Toulon. Et ça m'avait... j'étais en pleurs. Quoi. J'étais trop écœuré qu'il m'ait fait un coup comme ça. Bon, parce qu'il y avait eu des trucs avant, quoi, mais bon, peu importe. Mais voilà, donc après, moi j'étais vraiment attaché à ce club quand même, puis j'avais pas mal d'amis. Donc ça m'avait fait mal quoi sur le coup, mais du coup ça a été le plus beau coup de pied aux fesses qu'on ait pu me donner. Et puis voilà, que celle-là, la roue elle tourne hyper vite parce que l'année d'après, moi j'étais en top 14 avec 22 ans après, j'étais en top 14 avec Oyo et Agen il s'était redescendu, même si je ne souhaitais vraiment pas qu'il redescende parce que c'est un club que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pour dire. Voilà, après il y en a eu d'autres, mais vraiment celui-là ça m'a fait du bien parce que c'était un début de carrière. J'avais 23, 24 ans quoi, et je pense pas que peut-être j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après si j'avais pas eu un truc comme ça. Si j'étais resté à Agen, je m'en serais peut-être jamais sorti des galères et j'avais pas confiance en moi. Et du coup, j'arrivais pas à m'imposer quoi. Ouais, t'as su rebondir derrière ouais, ça. Exactement. Et à contrario, t'as plus grande réussite, hein, pas que sportivement, hein, mais humainement. Oh ben ma plus grande réussite c'est ma famille quand on a la chance. Voilà, j'ai trouvé une fille vraiment exceptionnelle et voilà, en plus j'ai de la chance, elle est pas très loin d'ici. Et voilà, on a fait 3 enfants et ça c'est un régal. Vraiment, moi j'ai cette fibre familiale très importante et ça te permet de relativiser tous les jours quoi. Les petits, ils s'en fichent que tu gagnes, que tu perdes, que tu sois bon ou pas. Il faut s'occuper d'eux, c'est tout. Ils sont contents de te voir et ça change quand même pas mal de choses dans ta façon d'aborder la vie. Si tu pouvais reparler au petit Thibaut, si tu l'avais en face de toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais qu'il faut qu'il ait plus confiance en lui parce que moi, petit, j'étais très très timide malgré tout et j'avais toujours peur de ne pas savoir faire ou de ne pas bien faire. Voilà, j'étais assez réservé et même dans le sport, j'étais toujours habité quand même de quelque chose. Je me dis il faut que je réussisse, sinon ça va être un échec. Je vis très mal les échecs. Mais voilà, je croyais peut-être pas. Je pense que je lui dirais crois plus en toi, plus en tes possibilités. Aujourd'hui, tu as pris confiance en toi à ce niveau-là ? Ouais, mais comme je te dis, là, je sens que quand même la fin, en tout cas, de ma première vie de rugbyman pro se rapproche à grands pas. Voilà, et pour l'instant, je le vis assez bien. Bon, peut-être parce qu'il me reste encore de longues saisons à faire. Peut-être que ça sera plus difficile dans 2 ans. Mais ouais, ça... Je le vis un peu plus relâché, quoi. Là, les matchs... j'ai toujours cette boule au ventre et tout, mais ça, je pense que quand tu es passionné, de toute façon, tu peux pas aller sur un match de cette intensité si t'as pas la boule au ventre. Mais c'est voilà, du bon stress, ça. Ouais, des fois, je me rendais malade de qu'est-ce que va dire le coach si tu fais ci, si tu fais ça. Et en fait, pour avoir côtoyé je pense, la chance de côtoyer aussi des grands joueurs, je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres, c'est de pouvoir... avoir tellement confiance en soi quoi, qu'on ne doute jamais, même si on te dit des choses difficiles à entendre, même si tu joues pas pendant un moment, il ne faut jamais douter de sa force. Et moi, à des périodes, et je pense notamment peut-être à Toulon, j'ai trop douté de moi, quoi. J'avais plus confiance en moi, je me sentais pas nul, quoi. Alors que c'est complètement con, parce que 6 mois avant, j'étais en pleine bourre, et même peu de temps avant. Donc en fait, vraiment le secret, je pense, du haut niveau, mais même dans la vie de tous les jours, pour chaque personne, quoi, c'est le moral et avoir confiance en soi. Puis un peu se foutre de ce que peuvent penser les autres. Ouais. Après, chez toi, j'ai l'impression que ce qui fait beaucoup aussi à ta réussite ou à ta confiance, c'est le fait que tu te sentes bien avec ton environnement. Quand tu te sens pas très bien, comme à Toulon, c'est là que tu as perdu tous tes moyens. Ouais, ben moi, je marche beaucoup à l'affect. Donc forcément que c'est important. Moi, j'ai besoin d'être dans une équipe qui vit bien, avec un groupe qui vit bien. Voilà, de jouer avec des amis. J'ai un peu de mal
à jouer avec des gens que je ne côtoie pas en dehors et voilà, qui sont juste des collègues de boulot, quoi. Moi, ça, je joue pas au rugby pour ça, donc c'est difficile. Tu l'as rapidement abordé tout à l'heure, mais quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré, donc que ce soit rugbystiquement ou humainement? Rugbystiquement, je t'ai dit, les deux vraiment qui m'ont marqué, il y en a eu plein, hein, j'ai parlé, mais Pierre Pérez et puis Christophe, qui vraiment est la personne pour moi qui a changé vraiment même ma vie, quoi, parce que ça a été une rencontre incroyable. Voilà, après il y en a eu plein d'autres. Non, sinon, mais moi je m'inspire de mon père, forcément, quelqu'un d'inspirant par ses combats et sa ténacité, son mental. Voilà, c'est très familial. Après, ma grand-mère, mon oncle qui est paysan, en fait, je pense souvent à mon oncle, parce que je me dis, eux, c'est vraiment dur, quoi, ce qu'ils font. Du coup, ça fait relativiser. Quand t'es paysan, c'est dur. Nous, c'est vraiment pas dur, quoi, à côté. Aller faire 1 heure de muscu par jour et 1 heure d'entraînement sur le terrain, c'est pas dur. Nous, on trouve que c'est très dur, mais c'est pas dur, quoi. En parlant de muscu, j'ai cru comprendre que là, pendant que tu étais à Lourdios, c'est pas ce qui te faisait le plus envie. Ouais. Non, mais ça, c'est une certitude, c'est que le jour où j'arrête ma carrière pro, je ne mets plus les pieds dans une salle. Vraiment, ça n'a jamais été. Autant j'aime être en forme, courir et tout ça, c'est pas un problème. Mais alors, là, muscu, déjà, je suis une bille. Et puis en plus, j'aime pas ça, vraiment, c'est pas une passion du tout, quoi. S'il y a quelqu'un que je pouvais inviter pour un prochain podcast, qui tu voudrais que ce soit? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que Fabien Cibré, c'est vraiment un passionné de rugby incroyable, voilà, qui peut en parler pendant des heures. Et je pense que c'est quelqu'un qui a eu une très belle carrière de joueur et qui va avoir une très grande carrière de coach. Il est à Provence Rugby en ce Ouais, moment. voilà. Mais c'est un de tes voisins puisqu'il est de la Lannemezan à la base. D'accord. Mais écoute, l'invitation est lancée pour Fabien alors. Il y a une question que je pose à chaque épisode et qui se rapporte au nom du podcast, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate? Alors moi, j'aimerais mettre une cravate à l'organisation de la Fédérale 1. Ouais. Parce que moi qui suis un grand supporter d'Oloron, voilà, je trouve que cette division, elle ressemble à rien. Et voilà, je trouve que c'est dangereux pour les joueurs. Je trouve que c'est malsain pour les clubs parce que des clubs amateurs sont obligés de monter des budgets complètement dangereux pour eux, pour la santé et l'avenir du club, pour rivaliser avec des équipes comme Albi, Bourg-en-Bresse, Massy et j'en passe, voilà, qui sont armés pour jouer à un meilleur niveau. Qui revendiquent de monter, c'est tout à fait normal. Et je trouve que voilà, c'est pas possible que ce championnat il soit aussi décousu, quoi. Il y a des scores qui veulent rien dire. Et puis on va écœurer des joueurs, quoi. Donc pour moi, ça devrait être beaucoup. Il devrait revenir soit une poule unique avec les gens qui veulent accéder à la Pro D2. Mais que voilà, vraiment, il y ait une phase amateur où ça ne soit pas la course à l'armement. Et voilà, il y a un deuxième truc qui me préoccupe, c'est que vont devenir ces joueurs qui font 12 ans de fédéral à gagner un peu mieux que le SMIC, mais ça ne permet pas d'avoir des situations exceptionnelles derrière, mais qui se retrouvent sans diplôme et sur le marché du travail à 35 balais, en n'ayant jamais travaillé, en ayant fait du rugby, mais qui ne permet pas de construire un patrimoine, quoi, derrière. Donc moi, ça, je trouve que les dirigeants devraient se pencher sur cette question qui est vraiment importante. Ouais, tu voudrais plutôt donc une poule unique, un genre de Pro D3, quoi. Ouais, je pense que les clubs qui ont la vocation à être professionnels et surtout qui veulent monter en Pro D2, déjà, la DNACG les surveille, quoi. Donc il faut qu'ils soient ensemble. Et puis pour eux, ça sera beaucoup plus intéressant, le championnat. Là, ça veut rien dire. Moi, j'ai été voir des matchs, honnêtement, au Laurent à l'heure actuelle, et plein d'autres clubs de ce niveau-là n'ont pas du tout le niveau
pour jouer contre des équipes contre Albi et consorts, quoi. Donc ça fait un championnat qui ressemble à rien. Puis je me dis, les mecs d'Oloron se font chier, les mecs d'Albi se font chier. Alors c'est très sympa, mais ça fait un peu de monde au stade et tout. Mais je trouve que l'intérêt sportif, il est pas très bien, quoi. Ça, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'observateurs. Et si ton intervention pouvait faire réagir les instances, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, qu'habituellement on ne te pose pas? Combien tu mesures? Non, c'est pas, non, c'est pas vrai. Hein. Ouais, je pense que tu l'entends à peu près 10 fois par jour, celle-là. Hein. Non, je pense que ça a été assez vaste. Tu me prends un peu de court, non? J'ai pas de... Je m'étais pas posé cette question en fait. Eh bien, écoute, c'est qu'on a fait à peu près le tour, je pense. Il semble qu'on a fait bien le tour. Ouais. Ouais. C'est super en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Thibaut. Écoute, avec grand plaisir. Hein. C'était vraiment un super moment. Si les gens entendent des petits bruits comme des cloches ou autre, c'est les vaches qu'on a autour de nous. On est entouré de champs et je le répète, c'est magnifique. Ouais, c'est pas un montage là. Ah non, là c'est pas un montage du tout. Hein. En tout cas, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et une bonne continuation. Écoute, je te remercie. Merci d'avoir fait le déplacement à Lourdios. Ça me touche énormément. Et voilà, je vais suivre la suite sur ton site. Et puis voilà, longue vie quoi, à ces podcasts. Ah ben merci, à très bientôt Thibaut. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.